Studio Balado. Our Queer Story, histoire plurielle du cinéma LGBTQIA+, Iris Lafont, Valérie Leclerc, Studio Balado. Schwule wollen nicht schwul sein. See what the boys are adding, you have to take away. Why are you saying all of this? Because I do love you. Our Queer Story, une histoire déviante, non chronologique et ouverte des cinémas LGBTQIA+, le podcast qui interroge les liens complexes qu'entretient la communauté queer avec l'image en mouvement, à la fois espace d'émancipation et instrument de discrimination. Épisode 3, Glenn or Glenda, les mauvais films queer sont-ils si mauvais que ça ? Le film américain Glenn or Glenda du cinéaste Ed Wood a longtemps été considéré comme l'un des pires films jamais réalisés. En 1953, Glenn or Glenda mettait en scène les tourments d'un travesti hésitant à révéler sa vie secrète à sa future épouse. Dans cet épisode, nous discutons de cette œuvre fondatrice du cinéma trans avec l'historien Tommy DeGanck, avant de nous interroger sur ce qu'est au juste un mauvais film queer. Glenn or Glenda est-il si mauvais que ça ? Ou la critique a-t-elle été guidée par les biais inconscients de son époque ? Que dit le public, exactement, lorsqu'il proclame qu'un film LGBTQIA+, est mauvais ? Man's constant groping of things unknown, drawing from the endless reaches of time, brings to light many startling things. Startling because they seem new, sudden. But most are not new to the signs of the ages. On rentre dans Glenn or Glenda comme dans un film d'horreur. Dans la scène d'introduction, dont on vient d'entendre un extrait, on est avec Bela Lugosi, le célèbre interprète de Dracula dans les années 30. Lugosi est dans un laboratoire, il incarne une sorte de dieu scientifique tout-puissant qui regarde, d'en haut, l'humanité qu'il a créée. C'est le premier narrateur du film, il nous lance dans le récit. Et là, une fois lancé dans le récit, on rentre dans un film policier. On est maintenant dans une scène de crime, ou plutôt de suicide. La police vient de découvrir le corps d'une femme trans allongée sur un lit. Dans la scène d'après, l'inspecteur en charge d'élucider cette mort s'en va consulter un psychiatre pour essayer de comprendre le cas de cette femme suicidée. Et ici, on arrive dans un documentaire médical. Le psychiatre, qui est le deuxième narrateur du film, commence à nous éduquer, nous, spectatrices, sur le sujet du travestisme. Pour illustrer ses propos, le psychiatre va nous raconter deux histoires qui vont former le corps du film. La première histoire est celle de Glenn, un homme hétéro qui va bientôt se marier à Barbara, une femme qu'il aime, à qui il voudrait révéler son travestisme tout en étant terrifié de le faire. La deuxième histoire est celle d'Anne, une femme trans intersexe, dont on va très brièvement suivre la transition médicale et sociale. Ici, on vient de vous raconter en quelques mots les 10 premières minutes du film Glenn or Glenda. Et dans ces 10 premières minutes, on a déjà traversé 3 genres cinématographiques différents, on a circulé sur 3 niveaux de narration, et on s'est retrouvé confronté à un discours qui mélange à la fois transidentité, travestisme et intersexualisation. Donc ça vous donne un peu une idée de la construction et de la thématisation très complexe de Glenn or Glenda. Certaines diraient maladroite, confuse. Ou avant-gardiste. Justement, c'est la question au centre de cet épisode, puisque Glenn or Glenda va nous permettre d'interroger la façon dont on a historiquement porté un jugement sur des films queer comme celui-là. Mais avant d'en venir là, quelques mots d'introduction sur le film.
Alors, Glen or Glenda, c'est un film américain sorti en 1953, réalisé par le célèbre Ed Wood. Ed Wood, c'est un réalisateur qui évolue dans les circuits indépendants des films de série B et du cinéma d'exploitation. Dans sa carrière, il va réaliser surtout des films de SF et d'horreur à très petit budget, mais pour gagner de l'argent, il fera aussi des publicités, un peu de télé et puis des films porno même vers la fin de sa carrière. Alors, Glen or Glenda, c'est le premier long métrage d'Ed Wood, c'est un docudrama avec des éléments d'horreur. Alors, il faut savoir qu'à la base, ce projet de film avait été conçu pour capitaliser, pour faire de l'argent facile sur ce qu'on peut appeler le phénomène Christine Jorgensen. Et ici, on va écouter un deuxième extrait. A 26-year-old ex-GI arrives home from Denmark where doctors converted him into a woman. 2 years ago, the name was George Jorgensen. Today, it's Christine. Have you been offered a movie contract? Yes, but I haven't accepted it. Do you have any plans regarding the theater? No, I don't think so. Hey, Christine! Are you going to go on with your photography? I hope so, yes. I see. Well, thank you very much. Thank you. Thank you. I don't have any plans at the moment, and I thank you all for coming, but I think it's too much. Fine, thank you very much. Christine Jorgensen, qu'on vient d'entendre ici à une conférence de presse, c'est quelqu'un qui entre dans la conscience collective occidentale au tout début des années 50, quelqu'un qui peut être considéré comme une des premières personnalités trans. Jorgensen partira au Danemark pour transitionner, en l'occurrence ici pour bénéficier d'une série d'opérations d'affirmation de genre combinées à une thérapie hormonale. Jorgensen est parfois présentée dans les médias de l'époque comme la première personne qui, entre guillemets, aurait changé de sexe. Alors ce n'est évidemment pas la première, On vous avait parlé de Dora Richter dans l'épisode 2, qui portait sur le film Anders als die Andern. Non, de fait, mais pour le public des années 50, tout ça semble très nouveau. Les gens, à ce moment-là, sont vraiment fascinés par les avancées de la médecine moderne, qui peut maintenant, entre guillemets, de nouveau, changer le sexe d'une personne. Ils sont fascinés par cette femme trans très photogénique, qui avait aussi été GI dans l'armée durant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, comme on l'entend dans l'extrait de ce petit film d'actualité de British Pâté qu'on vient de diffuser, la presse, à ce moment-là, et en particulier la presse à sensation, va tout de suite s'emparer de ce sujet juteux. Et pas seulement la presse, mais aussi le cinéma d'exploitation. Glen or Glenda, au départ, c'est le projet d'un producteur indépendant de films d'exploitation érotique à très très petit budget. Ce producteur va tenter d'acheter les droits du récit de la vie de Christine Jorgensen et puis de d'autres femmes trans pour en faire un film, mais sans succès. Et c'est là qu'Ed Wood va se présenter à lui en disant qu'il veut faire ce film à thématique trans et qu'il est la meilleure personne pour le faire. Dans un sens, Ed Wood va hijacker ce projet sensationnaliste et le transformer en un film très personnel. Le film d'Ed Wood, en effet, va reléguer à la marge le sujet trans pour se focaliser principalement sur le personnage de Glen, qui est présenté dans le film comme un homme hétéro, animé du besoin de se travestir, et qui, sous ses traits de femme, se prénomme Glenda. Et à travers ce personnage de Glen et de Glenda, Ed Wood va mettre en lumière ses propres expériences et ses propres angoisses. D'ailleurs, Ed Wood se donne le rôle principal, c'est lui qui interprète Glen et Glenda, et va aussi donner à sa compagne de l'époque, Dolores Fuller, le rôle de la fiancée de Glen, Barbara. Il y a une citation qui est attribuée à Ed Wood, qui aurait dit très fièrement, je le cite, « Si vous voulez savoir qui je suis, regardez Glen or Glenda, c'est moi, c'est mon histoire ». Et je pense que c'est aussi intéressant de savoir qu'Ed Wood était impliqué dans le milieu travesti / trans. D'ailleurs, tous les personnages travestis et trans de Glen or Glenda sont interprétés par des acteurs et des actrices qui viennent de ce milieu. Oui, et en lien à ça, moi j'ai retrouvé une lettre qu'Ed Wood a envoyée dans les années 60 à un magazine qui s'appelle Letters from Female Impersonators, donc qu'on pourrait traduire très imparfaitement par lettres de travestis. Et dans cette lettre, Ed Wood se présente sous le nom et les traits de Shirley. Il y a même des photos de Shirley dans la lettre, qui ressemble complètement à Glenda dans le film. Donc c'est vraiment l'alter ego féminin d'Ed Wood. Et si vous voulez une courte citation de la lettre, Shirley écrit par exemple, et on est là 10 ans après la sortie de Glen or Glenda, je cite « J'ai fait un numéro de fille en sweater dans certains clubs de Washington.
Plus tard, j'ai enchaîné avec un numéro mi-homme, mi-femme, puis j'ai fini par faire du striptease dans des spectacles de filles à la foire. J'ai pu m'en tirer grâce à ma poitrine généreuse et naturelle qui ne nécessitait aucun rembourrage. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais porté le moindre vêtement masculin. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul ensemble complet de vêtements masculins dans ma garde-robe, le reste sont des vêtements féminins. En fait, basé sur Glen or Glenda et les écrits d'Ed Wood, il y a une série de chercheurs et chercheuses trans qui spéculent qu'Ed Wood était potentiellement lui-même une femme trans. Alors, il y a beaucoup d'indices qui vont dans ce sens, même si Ed Wood lui-même continue à s'identifier comme un homme hétéro jusqu'à la fin de sa vie. En tant qu'historienne, évidemment, on ne peut rien affirmer ici, bien sûr, mais ces spéculations, elles sont quand même intéressantes, pertinentes pour qui voudrait se pencher sur le film Glen or Glenda. Et pour revenir au film, Glen or Glenda a été un échec commercial. Il a été difficile à vendre et à distribuer. Cela en raison en partie de son sujet, mais aussi de sa bizarrerie. Glen or Glenda a circulé dans le réseau des cinémas d'exploitation. Il a été refusé en revanche dans le circuit burlesque, c'est-à-dire dans le circuit des théâtres érotico-comiques, car il va être jugé trop intello. Le film a un peu circulé à l'international. En Belgique, il est sorti par exemple sous le titre Louis et Louise, mais il a été aussi censuré et interdit de diffusion, notamment en Angleterre. Et à côté de ça, on n'a pas tellement d'infos sur la réception du film en 1953. J'ai trouvé 2 articles de presse de l'époque qui sont plutôt, on va dire, interloqués par ce projet que méchamment moqueurs. Cela dit, c'est surtout l'histoire de la réception du film sur le long terme qui est passionnante. Mais avant de questionner l'histoire de la réception du film sur la longue durée, avant de s'interroger sur les raisons qui poussent le public à considérer certains films queer comme mauvais, on voulait consacrer la première partie de cet épisode à commenter le film lui-même. Et pour ça, on est sorti du studio pour aller discuter avec notre invité Tommy DeGanck. Et voici donc la discussion qu'on a enregistrée dans notre salon. Nous avons le plaisir d'accueillir Tommy DeGanck. Bonjour Tommy. Bonjour. Alors tu es historien et archiviste spécialisé dans l'histoire sociale de la médecine et du genre. Tu donnais jusqu'à cette année un cours dans le cadre du Master Genre. Donc le Master Genre qui est un programme interuniversitaire qui est réparti sur l'ensemble des universités belges francophones. Et tu as écrit un mémoire sur le traitement médical des personnes intersexes à la fin du 19e siècle et également une thèse de doctorat sur l'histoire de la gynécologie à Bruxelles. Et vu ton expertise, on avait très envie de te mettre Glen or Glenda sous les yeux et de voir ce que tu pourrais peut-être nous en dire. Et voilà, on a une première question pour toi. Et avant ça, un petit commentaire, c'est que moi je voulais rappeler que les images de Christine Jorgensen et puis celles de Glen or Glenda, qui suivent très peu de temps après, sont un peu les premières images trans qui apparaissent à la télé et au cinéma. Et ces images, donc, elles sont un peu le point de départ d'une représentation trans explicite sur les écrans. Seulement ces images, point de départ, elles ont la particularité d'être tout de suite associées à un discours médical. Et cette médicalisation des premières images trans va avoir un impact durable sur l'histoire de la représentation trans. Alors si on reste un peu sur la thématique médicale, comme tu es historien de la médecine, comment est-ce que toi tu comprends historiquement le discours médical du film ? Qu'est-ce que ce discours il t'évoque ? Mais en fait le discours médical permet assez bien de situer le film, donc les années 50, parce qu'on entend et on voit d'abord une forme de modernité. Le film parle beaucoup de modernité, donc on nous montre beaucoup de frigos, on nous montre 2 personnages à un moment qui boivent à une fontaine d'eau, et en fait c'est nouveau de faire ça. Les avions. On montre la médecine comme quelque chose qui peut changer nos vies et qui fait partie d'un nouveau mode de vie moderne. Et on montre une opération aussi, même si c'est dramatisé. Et donc aussi donc ça c'est aussi dans les images que c'est présent, dans les dispositifs qui sont montrés comme modernes. Mais on a aussi des personnages particuliers où la médecine est représentée. Donc on a un psychiatre, on a donc un chirurgien, on a aussi une espèce de dieu qui est en fait une espèce de scientifique qui crée des vies, qui met en garde et qui est aussi peut-être surpris même du comportement des humains sur Terre, sexuellement notamment. Mais en fait on sent que le film est un peu à la croisée des chemins
justement dans une forme de modernité, même si de notre point de vue, ça nous paraît très lointain. Donc on peut percevoir ce film et les catégories d'identité de genre ou d'expression de genre, on dirait aujourd'hui, de sexualité, de préférence sexuelle en tant que pratique sexuelle, mais aussi d'attirance. En fait, tout ça est abordé, mais emballé dans des autres paquets. Finalement, les catégories, pour se comprendre et relationner, sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, ça paraît sans doute très ancien. Mais en fait, pour moi, qui étudiais d'abord le 19e siècle, en fait, ça me paraît moderne. Je vois la modernité qui s'y trouve aussi. Donc, au 19e siècle, la notion de genre n'existe pas du tout. Et en fait, on parle de sexe, et on parle de sexe autant pour quelqu'un qui est perçu comme une femme et qui est censé avoir un rôle de femme, et faire la vaisselle, c'est perçu comme la continuité du fait d'avoir des organes femelles. Et donc, il y avait une forme de côté univoque, en fait, à la sexualité, qui n'était pas encore dissociée en différentes parties. Mais la médecine était déjà présente dans ces définitions, finalement. Tandis que dans le film, en fait, on perçoit bien que ce transvestisme, il y a quelque chose vraiment qui m'a marqué, c'est que déjà il y a 2 modèles qui sont présentés. Un modèle d'une personne qui n'est pas homosexuelle, c'est bien présenté, qui est en relation avec une femme. C'est dit vraiment de façon insistante. Oui, c'est très pédagogique. Mais d'ailleurs le film aussi, c'est intéressant, il a été accusé d'homophobie par les critiques gays et lesbiens. Qu'est-ce que le film dit ? On parle d'une personne travestie qui n'est pas homosexuelle, c'est surtout pas un homosexuel. Enfin, il y a aussi cette dimension-là qu'on essaie de définir en excluant l'homosexualité et de définir ces autres catégories, du coup, qui seraient, si pas normales, en tout cas acceptables, et qui ne seraient pas du côté de la perversion. En fait, il y a ce jeu avec qu'est-ce qui est pervers, qu'est-ce qui est pas pervers. Et en fait, malgré tout, dans ce transvestisme, on voit qu'il y a déjà une dissociation du sexe. Il y a quelque chose qui est un peu comme le genre, et en fait on sait qu'à cette époque-là, dans les années 50-60, c'est là que vraiment la notion de genre, médicalement, psychothérapeutiquement, va être vraiment pensée et théorisée. Et donc on voit bien que c'est la période juste avant, c'est vraiment les émergences de ça. Et pourquoi c'est déjà un peu dissocié ? Mais parce que les personnages soit se ressentent comme une femme ou souhaitent être une femme, soit en fait ont une attirance pour l'expression de genre d'être une femme, on pourrait dire. Donc nous, quand on voit ces 2 modèles qui sont tous les 2 regroupés dans la catégorie de transvestisme, on y perçoit déjà 2 modèles différents auxquels on donne des labels différents, avec nos yeux à nous. This person is a transvestite, a man who is more comfortable wearing girls' clothes. The term transvestite is the name given by medical science to those persons who wear the clothing of the opposite sex. Many a transvestite actually wishes to be the opposite sex. Et qu'est-ce que tu penses des arguments que Ed Wood avance en fait pour essayer à travers son film de convaincre les gens que son travestisme est quelque chose de relativement normal, acceptable. Certains des arguments qu'il avance, c'est qu'on a le droit d'augmenter la nature ou de la corriger, et il donne l'exemple de la roue. Les hommes ont créé la roue, c'est pas naturel entre guillemets, ils ont créé les avions, maintenant on peut plus s'en passer. Donc oui, un de ces arguments, c'est on peut corriger, augmenter la nature avec les sciences. Oui, l'idée qu'en fait on peut bricoler son propre genre à partir de ce qu'on perçoit, et qu'en fait on a une forme de liberté par rapport à ça, et que c'est pas antinomique par rapport à la nature. Mais il y a des arguments aussi plus surprenants qui sont, par exemple, en fait, si les hommes pouvaient, quand ils rentraient chez eux, s'habiller avec des habits de femmes, ils le feraient parce qu'ils sont beaucoup plus confortables. Oui. Ça, c'était très surprenant, en effet, parce que il y avait cette vision, en fait, que les hommes, il y avait un peu... en tout cas, moi, c'est un des moments où j'ai senti que c'était un peu autobiographique, parce qu'on ressent une forme de frustration dans le discours, qui est très singulière, en fait, qui cadre pas avec un discours dominant, enfin, ça fait pas appel à un discours extérieur, en fait. C'est pas un point de référence extérieur, c'est vraiment un point de référence personnel d'une personne qui représente ça avec des images. Donc on voit des personnes, hommes, qui sont dans leurs habits toute la journée, qui rentrent chez elles et qui enlèvent leurs chaussures difficilement et qui n'ont rien de plus confortable et de doux à mettre à ce moment-là, qui doivent juste rester sur leur canapé, qui n'ont pas de réel confort. Donc c'est dit comme ça, qu'ils n'ont pas de réel confort. Et puis comparaison avec une femme qui rentre chez elle, qui enfile un par-dessus en soie et qui s'installe confortablement et se repose réellement chez elle. Et donc ça, c'était assez rigolo et surprenant.
Et il y avait aussi, dans la continuité de ça, un appel aux femmes pour dire, mais les femmes, savez-vous qu'en fait vos vêtements sont faits par des hommes? Aviez-vous conscience qu'en fait les designers de haute couture sont des hommes? Est-ce que du coup il y a quelque chose là de dire les hommes sont plus proches de la féminité que ce qu'on pense? Enfin, ils sont aussi liés à la féminité ou à la construction de la féminité? Je pense qu'il y a une forme de discours. Moi, comment je l'ai compris, c'est mais finalement, nous sommes plus que ce que vous croyez. Vous pensez que si les hommes aiment designer des habits de femmes, c'est qu'en fait ils aiment ces vêtements. Et en fait, c'est latent aussi dans le film. En fait, on parle de ces hommes, on dit qu'ils se cachent, et donc on ne sait pas combien ils sont. D'un côté, un peu les envahisseurs transvestis, en fait, quelque part, un peu dans ce discours de... En fait, il est naturel pour les hommes d'aimer le confort, d'aimer la beauté, et en fait, la société ne nous autorise pas à le faire, et c'est une frustration pour beaucoup d'hommes, et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas d'ici, mais en fait, on est plus que ce que vous croyez. Moi, c'est aussi comme ça que je l'ai entendu. Mais du coup, il n'y a pas aussi un truc de... Ça crée... En fait, on est une communauté. En fait, c'est pas... Il dit, je suis pas tout seul. En fait, il y a plein de gens comme moi. Il va pas les outer ou quoi. Il est lui-même lié à cette communauté. Mais c'est une façon de visibiliser. Il dit tous ces Glenn et Glenda qui existent. On est beaucoup, en fait, beaucoup plus que ce que vous pensez. Et c'est une force aussi. Ouais, et ça, c'est aussi quelque chose qui est à la fois présent. La question de la communauté est quand même présente. À la fois, il y a une interaction, ça n'arrive qu'une seule fois, c'est peu représenté dans le film, mais on voit qu'il va chez un ami, qui est aussi transvesti, et qui lui raconte, parce que donc il a des scrupules par rapport à son mariage, savoir s'il doit parler à sa future femme du fait qu'il aime mettre des vêtements féminins, qu'il a une double personnalité, comme il dit, et donc il en parle avec un ami, et cet ami lui raconte qu'il l'a pas fait, que sa femme est tombée sur lui en rentrant 1 heure plus tôt chez elle, et que ils se sont divorcés, quoi. Ils ont divorcé. Et il y a aussi le médecin, quand il raconte les opérations, donc vers la fin du film, le médecin explique qu'il en a déjà opéré plusieurs. En fait, les gens ne sont pas au courant, parce c'est juste parce qu'il y a eu un article dans la presse, et donc les gens se sont exclamés, mais qu'en fait, il y en a beaucoup. Et donc ce discours sur le nombre, sur la communauté, il est quand même présent dans le film à plusieurs endroits. I can't make sense to myself sometimes. I thought I could stop wearing these things. I tried, honestly, I tried. I haven't had a stitch of them on for nearly 2 weeks until tonight. Then I couldn't stand it anymore. I had to put them on or go out of my mind. I'm afraid I'll lose her. I don't want that to happen because I really love her. I'm a girl. I'm not. You're a boy. A puppy, don't you take it? Ha, ha, ha. Et est-ce que tu veux commenter un peu la fin du film qui se termine de façon un peu étrange finalement? Enfin, l'histoire de Glenda surtout. Oui, c'est vrai que c'est assez interpellant. On peut peut-être juste expliquer, c'est qu'à la fin, dans un sens, Glenn est guéri. Glenn est guéri, donc il y a une forme de thérapie qui est mise en place. Et là, de nouveau, il faut le mettre en confrontation avec les deux modèles. Donc on avait le modèle d'une personne qui n'est pas homosexuelle, qui ne s'identifie pas en tant que femme, mais qui n'arrive pas à arrêter de s'habiller en femme, qui l'a annoncé à sa future épouse, qui l'a finalement accepté. Donc c'est tout un discours de tolérance, en fait, très positif, mais où, en fait, il y a une forme de guérison grâce à la psychothérapie, et aussi en comparaison avec l'autre modèle de transvestisme qui, lui, est justifié par le pseudo-hermaphrodisme, donc c'est dit avec ces termes-là dans l'histoire, donc par une question d'intersexualité, merci. Et donc, c'est deux justifications différentes, et donc, quelque part, à la fin, même si c'est présenté en termes très positifs, ce qu'on nous dit, c'est que, en fait, si vous n'êtes pas vraiment intersexe, en fait, c'est qu'il y a une raison psychothérapeutique. On voit qu'aussi, c'est un discours où on a un jeune couple qui va chez un psychiatre pour parler de sexualité de façon très posée. Donc, il y a une forme d'ouverture, une forme, de nouveau, de modernité là-dedans. Mais ça reste très moralisateur, en fait, sous des termes très joviaux, se présenter de manière très douce. Mais en fait, c'est une charge mentale énorme pour sa femme. C'est une condamnation assez forte, finalement, de son attrait, qui est quand même, finalement, en creux, décrit comme une maladie, s'il n'y a pas d'intersexualité. Je pense qu'il y a quand même un truc à dire, c'est aussi que, possiblement, cette fin a été... Le film se termine comme ça, enfin, en tout cas, l'histoire de Glenn se termine comme ça,
pour passer la censure. Donc c'est un truc où finalement son problème est résolu, la société redevient normale, on va dire. Et d'ailleurs, Ed Wood le disait lui-même, il disait tant qu'on la fin, on fait un truc qui se termine bien, un truc moral. Dans le reste du film, on peut faire ce qu'on veut. Donc je pense qu'il y a aussi cette pression qui vient du contexte cinématographique et de la censure. Et qui est très présent d'ailleurs, au tel point qu'il y a un théoricien queer du nom de Chris Dreyer qui a écrit sur la notion de travesti temporaire. Oui, tu peux être travesti, mais que temporairement, c'est ça. À la fin, tu dois retourner dans le bon chemin. Et on dit même que Glenn doit tuer Glenda. Avant de dire que c'est quelqu'un d'autre qui doit devenir Glenda. Enfin, c'est quand même assez violent. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un moment très cadré. Enfin, on dirait c'est vraiment très, très pédagogique, ce moment-là. Et c'est un peu, pas en dissonance, mais c'est en contraste en termes de style, avec d'autres moments dans le film où il y a une forme de condamnation très forte, des moments un peu plus expérimentaux, comme ça, dans le film, où on voit les angoisses qui sont représentées de Glenn et de Glenda. Est-ce que je dois m'assumer, pas m'assumer? Est-ce que je dois en parler à ma future femme, pas en parler à ma future femme? Et alors, dans ces moments-là, on voit une espèce de grand dragon. On parle d'un grand dragon vert. Il y a des moments un peu, difficiles à comprendre, mais avec des personnes qui sont floutées, qui sont en arrière-plan à moitié transparentes. Enfin, on voit les effets du cinéma qui sont anciens pour montrer des gens qui pointent du doigt. Et donc, on voit bien que on essaye de créer quand même une sympathie avec Glenn et Glenda par rapport à ce qui est vécu dans l'opprobre social et dans le fait de vivre une honte. Et ça, c'est sans doute le message principal du film quand même. Dire nous sommes beaucoup, nous nous cachons, mais nous avons des bonnes raisons, ça nous fait souffrir, tout ça. Et le psychiatre dit aussi toutes ces choses-là, même si effectivement à la fin, c'est recadré. Ouais, exactement. Et du coup, la personne finalement, alors qui a en fait son vrai peut-être happy end, c'est le dernier personnage de Anne, donc cette femme intersexe qui transitionne. Et du coup, happy end qui termine en ayant transitionné et en pouvant vivre son expression de genre et son identité de genre d'une façon peut-être plus libre que le personnage de Glenda. Oui, et moi ce qui m'a marqué en tant que personne trans en fait aussi à la fin du film, c'est sur la question de l'apprentissage de son rôle social. Donc il y a cette idée que la personne se ressent femme, justifiée par une condition, perçue par les médecins comme légitime. Mais il y a quand même un discours qui est mis par-dessus de mais même quand c'était fait, même quand après les opérations, donc les opérations sont quand même montrées de manière très dramatique. Il y a une dramatisation là, c'est un peu, ça m'a interpellé. Je sais pas très bien comment lire ça, mais ça m'a interpellé. Et puis après les opérations, etc., on dit que Anne est très heureuse, est une femme heureuse, même si elle doit encore apprendre d'être une femme. Donc et c'est le médecin qui va l'aider à apprendre d'être une femme. Le médecin qui va l'aider à être une femme, et donc ça aussi, ça peut faire penser à John Monnet, et donc les psychothérapies en fait de transition et d'adhésion à un genre qui ont des protocoles établis en fait. Mais malgré tout, ça montre que quelque part, il y avait cette notion que on ne naît pas femme. Il y a déjà ce discours de genre, en fait, donc de notion de genre, qui est très fort dans le film, à travers ça. Et donc, en tant que personne trans, de voir ça dans un film des années 50, c'est assez rigolo, parce que quelque part, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. C'est pas parce que je me ressentais ambigu, ou en tout cas avec une expression de genre plus masculine, que en fait, j'ai pas dû apprendre des choses pour socialement passer, etc. Il y a des découvertes, en fait. Il y a quelque chose qui était un petit peu léger à ce moment-là aussi. Je l'ai perçu comme un peu léger, donc voilà, j'ai eu une forme de sympathie pour ça. J'ai pas trouvé que c'était un discours hyper construit. Ça m'a paru assez ouvert. Alors. Ah oui, assez comme si c'était une forme de témoignage. Je l'ai pris comme un témoignage parce que j'ai eu facile à m'y comparer. Mais c'est peut-être juste ma perception à moi. Merci encore une fois à Toby d'avoir accepté de se prêter au jeu de la discussion et bien sûr pour ses éclairages. Vous écoutez Our Queer Story, les histoires du cinéma LGBTQIA+. Iris Lafont, Valérie Leclerc, Studio Balado. Nous voici maintenant entrés dans la seconde partie de cet épisode, dans laquelle on va plus s'intéresser à la réception critique de Glenn or Glenda et de d'autres films queer,
Alors, on peut reprendre l'histoire à la mort d'Ed Wood. Oui, on peut. À la fin de sa vie, Ed Wood est destitué, alcoolique. Il subsiste en publiant des romans pulp, c'est-à-dire des romans de gare, et des romans pornographiques. Et il va mourir en 1978 dans l'obscurité la plus totale. Mais l'ironie du sort veut qu'il soit redécouvert à peine 2 ans après sa mort, en 1980. Et qu'est-ce qui se passe en 1980 ? En 1980, c'est la publication d'un livre qui s'appelle The Golden Turkey Awards, écrit par 2 frères, dont un qui est critique de cinéma. Et ce livre, ça se veut un livre comique qui fait le palmarès de tous les pires de l'histoire du cinéma. Donc, pire film, pire casting, pire décor, etc. Et dans ce palmarès, Ed Wood va tenir une place d'honneur puisqu'il va remporter, entre guillemets, 2 des catégories les plus importantes, celle du pire réalisateur de tous les temps et celle du pire film de tous les temps pour son film, pas pour Glen or Glenda, mais pour son film Plan 9 from Outer Space, un film de science-fiction carton-pâte sorti en 59. Alors pourquoi je vous parle des Golden Turkeys ? Je vous parle de ça parce que ce livre, en fait, marque le début de tout ce qu'on peut appeler la culture des nanars. Donc c'est le début de ces communautés de spectateuristes qui vont trouver du plaisir à regarder des mauvais films, des films qui les font rire tellement ils sont mauvais. Suite à la publication des Golden Turkey Awards en 80, on va voir notamment le développement de tout un écosystème de fanzines, de magazines dédiés au trash cinéma, dans le sens vraiment cinéma poubelle. Et puis, 1 an à peine après la sortie du livre, va se tenir la toute première cérémonie des Golden Raspberry Awards, plus connue sous le nom de Razzies, qui, chaque année, encore aujourd'hui, récompense le pire du cinéma. Alors le développement de toute cette culture va avoir pour effet de raviver un intérêt pour les films d'Ed Wood et puis de faire connaître le réalisateur, mais donc comme une figure à moquer. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Glen or Glenda ressort en salle. Oui, parce que ce nouvel intérêt fait que ce film-là va être redistribué au début des années 80 par Paramount et va, à ce moment-là, du coup, être vraiment marketé comme ça, comme un film culte, tellement mauvais qu'il est bon. Et puis dans la suite de ça, certains critiques vont décider que Glen or Glenda, en fait, est encore plus ridicule que Plan 9, donc le film qui avait reçu le titre de pire film de tous les temps par les Golden Turkeys. Et donc que ce serait ce film-là, Glen or Glenda, qui mériterait d'avoir le titre du plus mauvais film de l'histoire. On retrouve d'ailleurs aujourd'hui Glen or Glenda sur la page Wikipédia des pires films réalisés. Vous pouvez aller checker pour vous-même si vous voulez. Alors maintenant... on arrive à une question importante. Oui, vas-y. C'est quoi la place du queer dans cette culture des nanars ? Voilà, c'est la question. Comment est-ce que cette culture interagit avec les aspects queer du cinéma d'Ed Wood et aussi avec le queer en général ? Et pour répondre à cette question, moi j'ai envie de vous parler du palmarès de la première cérémonie des Razzie Awards qui a lieu en 1981, donc. Cette année-là, voilà certains des films qui vont être sélectionnés dans la catégorie de la pire réalisation et ou du pire film de l'année. On trouve parmi ces films d'abord Cruising de William Friedkin, le réalisateur de L'Exorciste. Un film qui se passe dans le milieu gay, queer, BDSM et qui met en scène un tueur gay psychopathe. Turn over. I said, turn over. Un autre film nominé dans les 2 catégories de pire film, pire réalisation, c'est Windows de Gordon Willis, qui met en scène une lesbienne psychopathe. Why don't you ever smile? Un 3e film nominé, c'est Dressed to Kill de Brian De Palma, qui met en scène une tueuse trans psychopathe, interprétée par Michael Caine, qui pour ce rôle est nominé d'ailleurs dans la catégorie des pires acteurs de l'année. Alors apparemment, dans les années 80, on est obligé de chuchoter quand on est une psychopathe queer. Ah bon ? Et puis le grand gagnant de la soirée, qui va remporter la catégorie du pire film de l'année, c'est Can't Stop the Music de Nancy Walker. Pas de psychopathe ici, c'est même plutôt le contraire. Personne ne chuchote et vous allez très vite deviner de quoi ça parle.
Ba-dum-dum. Bum, ba-dum-bum. Ba-ba-ba-da-da-da-bum. I don't know, Lulu. It doesn't feel right. Maybe we ought to do something more. I'm a singer, not a dancer. Well, come on, boys. Today everybody is a dancer. That's what I'm here for. Wardrobe instead. Can't Stop the Music, c'est donc une sorte de biopic des Village People, interprété par les Village People eux-mêmes. Pour résumer, on a en 1981 pas moins de 4 films queer dans le collimateur des Razzies lors de sa première cérémonie. Ce qui fait beaucoup, surtout si on considère le nombre minuscule de films LGBT mainstream produits à cette époque. Et qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça ? Eh bien, on peut commencer par soulever le fait que le queer, historiquement, a souvent été associé par la société à quelque chose qui était de l'ordre du mauvais goût, du ridicule, du grotesque. D'ailleurs, évidemment, queer, on sait que ça veut dire bizarre à la base, donc qui contient déjà un peu cette idée de ridicule. Et dans un sens, les réalisatrices a priori hétéros des films qu'on vient de citer, des films nominés aux Razzies, ils exploitent ce grotesque et ce ridicule, et puis ils vont livrer au public ces images de psychopathes queer over the top ou de ces village people mauvais acteurs, et après le public va réagir, va moquer ces images collectivement. Alors si on veut aller plus loin encore, on peut se demander maintenant d'où vient cette perception du queer comme de quelque chose de mauvais goût, de grotesque. Et là, Iris, je te laisse répondre. Pour moi, cette perception, elle est notamment due à l'association historique qu'on fait du queer avec la pornographie. Mais c'est aussi connecté à des formes de transgression des normes de genre. Les comportements et expressions de genre qui sortent des normes binaires du féminin et du masculin sont facilement perçus comme ridicules. Une lesbienne qui n'essaye pas de se rendre attirante pour le regard de l'homme, eh bien, on va facilement la ridiculiser. Le personnage de Glenda, elle est ridicule parce que c'est une féminité qui ne passe pas, qui va être jugée à côté de la plaque. Et tout ça, ça autoriserait la moquerie. Et la moquerie, c'est évidemment un outil redoutable pour faire rentrer les gens dans des cases, pour les garder dans le placard. Je crois que c'est intéressant de penser la culture nanar et des Razzies en ces termes, en tout cas. Et c'est pas un hasard si cette culture, elle s'attaque aussi, enfin elle se délecte, on pourrait dire, particulièrement des images trans. C'est pas un hasard si dans les années 80 et 90, Ed Wood, le travesti, entre guillemets, est proclamé pire réalisateur, si Glenn or Glenda est proclamé un des pires films jamais réalisés. De nouveau, c'est pas un hasard si Michael Caine est nominé pour la pire performance d'acteur pour son rôle de femme trans tueuse dans Dressed to Kill. Ces proclamations ne nous disent pas seulement que ces films sont mauvais, mais que, dans un sens, le sujet trans, le sujet queer lui-même est mauvais, c'est-à-dire qu'il n'est pas sérieux, il est ridicule, il ne peut pas être la base d'un bon film ou d'une bonne performance. Alors, on n'essaye pas ici de vous convaincre que ces films sont bons, hein ? Non, vraiment pas. Mais plutôt de répondre à notre propre question. Les mauvais films queer sont-ils si mauvais que ça ? Oui, et je pense qu'une première réponse qu'on peut apporter à cette question, c'est ça, c'est que certains films queer ont pu être jugés mauvais, en partie parce qu'ils étaient queer, parce que leur sujet queer était perçu comme pas sérieux et de mauvais goût. Si on continue à réfléchir, il y a bien sûr d'autres raisons qui font que le public décide qu'un film queer est mauvais. On peut peut-être repartir de Glenn or Glenda pour cette réflexion. Valérie ? Une autre raison qu'on peut mettre en avant, c'est que ce qu'on prend pour du manque de talent, ça reflète parfois plutôt un manque de moyens. Et ça, c'est vraiment très frappant dans Glenn or Glenda. Par exemple, c'est un film qui fait souvent rire parce que les actrices sont très mauvais. Mais je trouve que ça peut un peu changer notre appréciation de savoir que Glenn or Glenda avait un budget minuscule de $26 000 en tout et qu'il a été filmé en 5 jours et qu'Ed Wood ne voulait pas faire plus de 2 prises par scène. Alors de nouveau, je dis pas que les acteurs et les actrices sont bonnes et bons, mais plutôt que ce sont pas là les meilleures conditions pour générer les meilleures performances possibles. Autre chose aussi, c'est que le film fait aussi rire parce qu'il part dans tous les sens, il paraît un peu décousu, mais le manque de moyens c'est aussi responsable dans un sens de cet aspect patchwork incohérent du film. Par exemple, pour gagner du temps et de l'argent, Ed Wood a utilisé énormément de stock footage.
Donc ce sont des plans et des images déjà filmées, prêtes à l'emploi, sur des sujets en général très génériques. Donc on voit beaucoup dans le film des plans de voitures sur l'autoroute, des enfants dans une cour d'école, il y a un plan d'éclair qui revient tout le temps, on voit des taureaux qui courent, etc. Et Ed Wood va utiliser beaucoup de ces images qu'il va faire entrer dans son récit, en général en rajoutant de la musique, des voix off, des dialogues sur ces images. D'ailleurs, on vous en fait écouter un extrait ici. Yet the world is shocked by a sex change. If the Creator had wanted us to fly, he'd have given us wings. If the Creator had meant us to roll around the countryside, we'd have been born with wheels. If the Creator had meant us to be boys, we certainly would have been born boys. If the Creator had meant us to be born girls, we certainly would have been born girls. Are we sure? Ce qui peut encore expliquer l'aspect décousu du film, c'est que le premier montage de Glen or Glenda était trop court, c'est-à-dire que le film n'avait pas assez de pellicules tournées, et du coup, pour réussir à vendre le film à des distributeurs, le producteur l'a rallongé en empruntant des scènes à d'autres films, et notamment des scènes érotiques, BDSM, lesbiennes, qui semblent complètement hors de propos quand elles apparaissent dans le film. Pour résumer, cet aspect rapiécé, incohérent, très Frankenstein de ce film, qui est d'ailleurs souvent une des raisons pour laquelle le film est adoré aujourd'hui, au passage, cet aspect-là, c'est pas seulement dû à l'ineptie de Ed Wood, mais c'est aussi vraiment en partie le résultat de la pauvreté des moyens de production. Et ça, le manque de moyens qui a un impact, qui se répercute sur la qualité finale du film, ça se retrouve évidemment partout dans l'histoire du cinéma queer, puisque c'est un cinéma qui très longtemps n'a pas pu trouver du soutien financier dans le mainstream. Certains films queer sont aussi parfois jugés mauvais en raison, on va dire, d'un malentendu entre le public et des œuvres queer qui jouent avec des codes que ce public ne comprend pas toujours, ou dont il peut parfois sous-estimer la profondeur, voire la portée politique. Alors, à quoi est-ce que je fais référence ici spécifiquement ? Eh bien, je fais référence à ce qu'on appelle le camp. Iris connaît le sujet beaucoup mieux que moi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Iris, c'est quoi le camp exactement ? Alors, il y a une citation du chercheur Andy Medhurst que j'aime bien et qui dit que essayer de définir le camp, c'est comme tenter de s'asseoir dans le coin d'une pièce circulaire. Le camp, c'est une notion, c'est un terme particulièrement volatile et complexe qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment depuis l'apparition dans les années 60 d'un texte fondateur qui est Notes on Camp de Susan Sontag. Alors je le dis tout de suite pour les puristes, la définition que je vais donner, elle s'inspire du texte de Sontag, mais elle va surtout aller piocher dans la théorie queer des années 90, qui propose une lecture plus ouvertement queer et politisée des productions camp. Et donc, pour répondre à ta question, Valérie, le camp, c'est quoi ? Eh bien, c'est une pratique queer qui utilise la parodie, l'outrance, le mauvais goût, comme tactique de résistance face aux normes et aux valeurs de la société dominante. Alors le camp a une affinité pour le déguisement, le factice, le simulacre. Le camp aime la mise en scène et également il aime révéler les mises en scène. L'artifice et l'artificiel ne se cachent pas dans le camp, au contraire, ils s'assument pleinement. Dans une œuvre camp, les performeuses sont over the top, les costumes et les décors paraissent un peu trop grandiloquents, un peu trop carton-pâte, les intrigues des fictions multiplient les rebondissements invraisemblables, de sorte que toute illusion de réalisme est immanquablement brisée. Alors, typiquement, quand on pense au camp, on pense à l'opéra, au drag show, à la culture ball, à des performeuses comme Divine ou des cinéastes comme John Waters. L'histoire du camp est d'ailleurs intimement liée à celle de la culture drag. Et toutes ces mises en scène camp, toutes ces performances drag, over the top, ce sont des excès de représentation qui sont le plus souvent intentionnels. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle le camp rejette toute forme de réalisme et préfère faire usage du maniéré ou de la démesure. C'est que le camp, comme pratique queer, se méfie de tout ce qui paraît un peu trop crédible, de tout ce qui passe un peu trop efficacement le filtre du bon goût et du bienfait. Une œuvre ou une représentation crédible, réaliste, l'est souvent parce qu'elle est validée comme telle par les conventions esthétiques et sociales dominantes.
Et ces conventions, elles sont établies, en l'occurrence, par une société blanche, chrétienne, cis-hétéronormative, qui tend à trouver naturel, crédible et par extension beau et de qualité, ce qu'elle considère comme étant moralement et socialement acceptable. En tout cas, il y a véritablement cette association qui est faite entre le moral, le naturel et le beau. Or, historiquement, il y a beaucoup de formes de désir, de façons de relationner, de types de corps queer, que cette société a jugé comme étant immoraux, et que par extension, elle a jugé et continue de juger comme étant dénaturés, extravagants, laids, mauvais. Et tout ça, c'est dans la continuité de ce qu'on disait sur les radis, sur la façon dont le queer dans les films a pu être moqué, parce qu'il était perçu comme grotesque. Précisément, et derrière le rire un peu bête et méchant de tous ces bros, il y a au final un héritage pas très bien déconstruit de puritanisme religieux. Et ce qui est intéressant avec le camp, c'est que en rejetant nos conceptions de ce qui est naturel, beau et bien fait, eh bien le camp vient se poser en réaction à tout ça. Il vient se poser en réaction à ce puritanisme, à ces conventions esthétiques et morales. Et c'est pour ça que ça en fait aussi une tactique de résistance queer très importante. Yes. Donc si je te résume, le camp va revendiquer une forme d'artificialité, carton-pâte, de mauvais goût, de mal fait, par provocation, pour critiquer les normes imposées par la société. Mais est-ce que tu crois que c'est à cet endroit-là que se place le cinéma d'Ed Wood, hein ? Est-ce que tu considérerais par exemple Glen or Glenda comme un film camp ? Parce qu'on sait que le côté bricolé, over the top, décalé du film, qui pourrait être qualifié de camp, c'est aussi en partie dû à un manque de moyens, comme je le racontais plus tôt. On a quand même l'impression qu'Ed Wood avait envie d'être pris au sérieux. Et en même temps, on sait aussi qu'il fréquentait certains milieux queer de la performance, comme le milieu du cross-dressing. Donc, ça sous-entend aussi qu'il était sans doute au courant, qu'il n'était pas étranger à certains codes du camp. Le problème, c'est que c'est difficile de donner une réponse catégorique sans connaître les intentions d'Ed Wood. Et on ne connaît pas toutes les intentions d'Ed Wood. Hein. Ses archives ont été perdues à sa mort. Les sources nous manquent. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que depuis sa réémergence dans les années 80, Glen or Glenda a trouvé une audience queer. Il y a un regard camp qui est posé sur ce film aujourd'hui par les queers. Et ça, je pense que c'est pas anodin. Un des éléments que je trouve d'ailleurs très camp dans Glen or Glenda, ça va être lié à l'expression de la féminité de Glenda, qui souvent, par le public, a été jugée à côté de la plaque, comme on disait, ou risible. Sa perruque a été critiquée pas mal, à la fois par le public fan de nanar, mais aussi par l'équipe du tournage du film. Seulement, Ed Wood, on sait qu'il s'en fichait de ça, en fait. La perruque, les vêtements qu'il portait dans le film, c'était vraiment exactement ce que lui voulait porter, peu importe que ça réponde pas à certaines normes de féminité ou de beauté, etc. Voilà, typiquement là, on est dans une démarche camp qui vient perturber les normes de genre et qui vient casser la binarité prétendue naturelle homme-femme. Il y a un autre lien entre Ed Wood et le camp qu'on peut faire, c'est leur intérêt commun pour le monstrueux. Il y a un amour certain des productions camp pour les monstres en tout genre, pour les freaks, pour les rebuts, pour les criminels. Et plus largement, il y a un amour du camp pour les genres littéraires et cinématographiques qui accueillent ces monstres, tels que l'horreur, le fantastique, la science-fiction, le thriller, le true crime ou encore le cinéma d'exploitation, qui sont des genres particulièrement connus pour leur production de mauvaise qualité, pulp, comme tu disais, sensationnaliste, grotesque. Et ça, évidemment, ça fait écho à tout l'univers d'Ed Wood. D'ailleurs, même Glen or Glenda, qui se veut un documentaire réaliste, enfin qui s'annonce comme ça, c'est aussi un film qui va jouer beaucoup sur les codes du cinéma d'horreur. Et tout à fait. Et j'ajouterais que ce sont des genres, l'horreur, le fantastique, la SF, etc., qui multiplient les personnages queer et les personnages queer codés, et qui amènent aussi historiquement une forme de visibilité queer à l'écran. Pensez à The Horror Picture Show, à The Bride of Frankenstein, à Dracula, qui sont des films que l'on fait volontiers rentrer dans le répertoire camp, avec des figures de monstres qui se présentent comme des altérités qui ne se conforment pas, qui vivent en dehors des normes sociétales et qui sont souvent montrés comme violents, horribles, laids. Oui, et tout ce que tu dis là, d'ailleurs, ça marche aussi pour une catégorie de monstres qui seraient les criminels et les tueurs et tueuses en série. Et là, on revient aussi au film nominé par les Razzies.
Et le camp adore les criminels et les tueuses. Et comme vous allez l'entendre, Yael ne chuchote pas toujours. 面白いことを言うのね、松吉。だからお前が好き。お前が真から私を笑わせてくれればね。さあ、少し眠った方がいいんだ。昨べはほとんど一睡もしなかったんだから。日が昇ったら起こしておくれ。 Give me more questions. Divine, are you a lesbian? Yes, I have done everything. Does blood turn you on? It does more than turn me on, Mr. Vader. It makes me come. And more than the sight of it, I love the taste of it. The taste of hot, freshly killed blood. Could you give us some of your political beliefs? Kill everyone now. Condone first-degree murder. Advocate cannibalism. Eat shit. Filth are my politics. Filth is my life. Take whatever you like. Vous venez d'écouter des extraits de 2 films centrés sur des personnes criminelles, interprétés par des drag queens assez célèbres. On a d'abord entendu le rire de la Black Lizard, la voleuse de bijoux qui collectionne les poupées humaines, un personnage incarné par Akihiro Miwa dans le film Black Lizard de Kinji Fukasaku, réalisé en 1968. Et puis on a entendu Divine dans Pink Flamingos de John Waters en 1972. Et en parlant de rire, les productions camp, elles sont souvent très drôles, très joyeuses. Ce sont pas que des films qu'on regarde seul dans son coin en général ou passivement. Il y a une audience queer qui adore en fait voir ces films camp en communauté. C'est un peu le but parfois aussi de ces films. Donc je pense au film de John Waters, à, comme tu l'as mentionné, The Rocky Horror Picture Show ou à But I'm a Cheerleader. Ce sont tous des films qui ont des vrais fan clubs queer, des fan clubs qui vont organiser des watch parties, qui vont arriver déguisés aux séances, etc. Et c'est une autre utilisation de l'humour et du rire collectif que celle des Radis. Le camp a beau faire preuve assez souvent d'un humour très corrosif, parfois franchement méchant, il reste fondamentalement une pratique queer du care, tout simplement parce que le camp est là pour visibiliser et protéger les désirs et les corps queer que la société rejette. Le camp, par le biais de ses productions et de ses performances, prend soin des rejetés et des marginaux. Il se fait véritablement espace d'accueil des monstres en tout genre. Et donc, pour conclure, si on revient à la question centrale de l'épisode, est-ce que les mauvais films queer sont si mauvais que ça ? Une dernière réponse qu'on pourrait donner, c'est... Parfois, les mauvais films queer sont juste camp. Et ils sont faits pour être appréciés comme tels. Our Queer Story, histoire plurielle du cinéma LGBTQIA+, est un podcast de Valérie Leclerc et Iris Lafont. Produit par le Studio Balado avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles en partenariat avec la Cinémathèque Royale de Belgique. À la réalisation, Michel-Ange Vinti. Générique original, Valérie Leclerc et David Federman. Mixage, David Federman. Production, Michel-Ange Vinti et Julien Barbier. Merci à Cinémathèque, à Cinéfiltre et à Fred Arens. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à laisser des étoiles, bref, à en parler autour de vous.